Et si la cuillère en argent que tu crois avoir dans la bouche à la naissance n'était pas un privilège, mais un dispositif de contrôle? On nous sérine que l'ascenseur social est en panne. C'est un mensonge. Il n'est pas en panne. Il fonctionne parfaitement, mais il est conçu pour des destinations prédéterminées et ton ticket est imprimé bien avant ton premier cri. Bienvenue dans la chambre d'écho du destin. Bienvenue sur Vérités interdites. Un enfant naît. Une pure potentialité, pense-t-on, un cerveau vierge, un futur à écrire. C'est le conte de fées le plus cher de nos sociétés, le mensonge matriciel. Car la vérité, celle qu'on dissimule sous les couches de la méritocratie, est bien plus sombre et bien plus programmée. Cet enfant naît avec ce qu'il va manger, pas métaphoriquement, littéralement. Regardez bien, cet enfant, s'il naît dans un certain quartier, dans une certaine famille, son premier repas sera le lait maternel, oui, mais avec, en subtiles infusions, les molécules du stress chronique de sa mère, les résidus d'une alimentation industrielle low cost, les prémices d'une flore intestinale appauvrie. Avant même la parole, son microbiote, son second cerveau, est formaté pour la malbouffe, pour les pics de sucre, pour une recherche perpétuelle de confort chimique. Il naît avec dans ses cellules les prédispositions à manger du vide nutritionnel, à consommer de l'oubli en barquette. Et ce n'est que la première bouchée, car ce qu'il va manger, ce n'est pas seulement de la nourriture, c'est une définition de soi-même, c'est une identité prémâchée. Il va manger des croyances. Dans notre famille, on n'est pas doué pour les maths. C'est un plat qui se sert froid, dès l'école primaire. Il va avaler des limites. Les gens comme nous ne deviennent pas avocats, artistes, entrepreneurs. C'est le plat de résignation quotidien. Il va ingurgiter une vision du monde. Fais-toi petit, sois reconnaissant de ce que tu as, ne fais pas de vagues. Cette bouillie insipide devient l'unique aliment mental. La méritocratie, c'est le régime alimentaire imposé à ceux qui sont nés en état de famine sociale. On te donne une miette, on te fait croire que c'est un banquet, et on t'applaudit si tu arrives à en mendier une deuxième. Pierre Bourdieu, ce géant de la sociologie, l'avait théorisé avec son concept de capital culturel et d'habitus. L'habitus, c'est ça, c'est l'estomac social. C'est la manière dont tu digères le monde, dont tu transformes ce qu'on te donne en pensée, en goût, en aspiration. Un enfant hérite de l'habitus de ses parents comme il hérite de la forme de son nez. Il naît avec un appareil digestif social déjà configuré. L'enfant de la bourgeoisie hérite d'un estomac fait pour le foie gras des grandes écoles, des conversations subtiles, des codes qui ouvrent les portes. Son système digère l'ambition, le pouvoir, le droit à la parole comme des nutriments essentiels. L'enfant des classes populaires hérite souvent d'un estomac fait pour les glucides rapides, des solutions court-termistes, un respect immédiat pour l'autorité, une méfiance envers l'abstraction. Son système rejette naturellement ce à quoi il n'a pas été préparé, comme un corps rejetterait un organe transplanté. La reproduction sociale n'est pas une métaphore, c'est une physiologie. Prenons deux enfants, le même jour, dans la même ville. Léo, né dans le 7e arrondissement de Paris, sa première purée est peut-être bio, mais surtout, elle est servie avec une certitude inébranlable, tu iras à Sciences Po, mon ch'li. Avant même qu'il ne sache marcher, son menu intellectuel est composé de visites au musée, de langues étrangères en jouets, d'un rapport familier avec la culture. À 6 ans, il sait qu'il a droit à la parole, qu'il peut interrompre l'adulte, qu'il peut négocier son dessert. Son estomac social digère la domination. Kevin, né dans un quartier populaire de la même ville, sa première purée est une question de budget, de temps. Son menu mental, la télévision qui hurle en fond, les conversations sur les fins de mois difficiles, le stress palpable des parents sous pression. Il apprend très vite à se faire petit, à ne pas réclamer, à accepter. À l'école, quand il lève la main, c'est parfois avec moins d'assurance. Il sent instinctivement que son estomac n'est pas fait pour la nourriture qu'on sert dans les hautes sphères. Il la rejette, ou pire, elle lui donne des crampes d'anxiété. Alors on lui dit « Il n'est pas fait pour les études, Kevin, il est manuel », et on lui sert une orientation professionnelle en guise de casse-croûte. Léo naît avec un menu gastronomique, Kevin avec un ticket de cantine. Et on s'étonne que 20 ans plus tard, l'un soit à la tribune, l'autre en bas de l'estrade. On appelle ça la chance. C'est un mot poli pour désigner la programmation prénatale du régime alimentaire social. Imaginez une immense cuisine sociale, une cuisine où depuis des générations, on prépare les mêmes plats dans les mêmes marmites avec les mêmes recettes secrètes. Cette cuisine, c'est le système. Les chefs étoilés, ce sont les élites, ceux qui définissent ce qui est bon à manger, ce qui est distingué. Une crée les tendances culinaires. Il faut manger du quinoa, parler blockchain, faire du yoga. C'est la nourriture symbolique à la mode. Mais dans l'arrière-cuisine, il y a d'autres cuisiniers, fatigués, soupillés, ils suivent des recettes préécrites, des plats congelés, des processus industriels. Leurs ingrédients sont standardisés, appauvris. Cette arrière-cuisine produit la nourriture de base, celle qui remplit mais n'émancipe pas. Maintenant, on vous place à une table, à votre naissance. Léo est assis en salle, la nappe amidonnée, on lui présente la carte, on lui explique les accords mévins, il apprend à discerner.
Kevin est assis au comptoir de l'arrière-cuisine, on lui donne un plateau. Il n'a pas le choix. Il mange ce qu'on lui donne et on lui répète que c'est ce qu'il y a de mieux pour lui, que c'est nourrissant. On lui interdit même de regarder vers la salle en lui disant « ce n'est pas pour toi, tu ne le digérerais pas ». Le génie du système, convaincre Kevin que son plat congelé est un choix, une préférence. C'est l'illusion du goût. Bourdieu, encore lui, dans La Distinction, l'a démonté. Nos goûts, musicaux, vestimentaires, alimentaires, ne sont pas le fruit d'un libre arbitre éclairé, mais la signature de notre classe sociale, le stigmate de notre origine digérée et transformée en personnalité. Tu préfères le hard rock au classique, le foot au tennis, le fast-food au restaurant étoilé? Ce ne sont pas des choix, ce sont des symptômes de ta position dans la cuisine sociale. Si à cet instant tu sens une colère sourde monter ou au contraire une clarté brutale t'envahir, c'est que ces vérités résonnent. Ne laisse pas cette résonance s'éteindre dans le silence. Laisse une trace de ton passage en commentaire. Dis-nous présent ou partage une expérience où tu as senti que ton menu t'avait été imposé. Et si tu veux continuer à décrypter avec nous les recettes secrètes de cette cuisine de l'injustice, rejoins notre cercle, abonne-toi à Vérités Interdites. Chaque voix qui s'ajoute rend le murmure un peu plus assourdissant pour ceux qui veulent garder le silence. Mais le contrôle ne s'arrête pas au palais. Il va bien plus loin, dans les tréfonds de ton désir même. L'enfant naît avec ce qu'il va manger, et donc avec ce qu'il va désirer. C'est la couche la plus perverse du mensonge. Le système ne se contente pas de te donner à manger, il fabrique ta faim. Il crée des appétits artificiels, des carences factices. La publicité, le marketing, l'industrie du divertissement, tout ceci est une gigantesque machine à créer de la faim. Une faim de biens, de statut, de reconnaissance, de likes. On nous gave d'images de succès, de richesse, de beauté standardisée pour creuser en nous un vide abyssal, un vide que nous nous empressons de remplir avec les produits que le système vend. L'enfant de la précarité ne naît pas avec une envie naturelle d'acheter des baskets à 300 $. Il naît avec un besoin de dignité, d'appartenance, de respect. Le système va capturer ce besoin légitime, le pervertir et lui dire « ta dignité, elle est là, dans cette paire de baskets, mange ». Et il mange, il consomme le symbole espérant digérer le respect. Mais c'est une nourriture sans nutriments. Elle ne comble pas, elle entretient la faim. C'est un cycle infernal. On te rend malade de faim pour te vendre de la nourriture empoisonnée. C'est là qu'intervient Michel Foucault et sa notion de biopouvoir. Le pouvoir moderne ne se contente pas de réprimer, il gère la vie. Il contrôle les corps, les santés, les désirs, les espoirs. Il définit ce qu'est une vie normale, réussie. Et il met en place tout un système, l'école, la médecine, la famille, les médias, pour formater les individus selon ce modèle. Naître avec ce qu'on va manger, c'est l'expression ultime du biopouvoir. Le contrôle de la vie dès son origine, par la prédétermination des appétits et des satisfactions autorisées. L'école, par exemple, n'est pas neutre. C'est une usine à trier les estomacs. Elle teste ta capacité à digérer un savoir abstrait, décontextualisé, souvent élitiste. Ceux qui digèrent bien sont promus. Les autres sont orientés vers des filières pratiques, comme on orienterait vers une alimentation de subsistance. Prenons l'exemple de la langue. L'enfant de cadre naît avec dans l'oreille et dans la bouche le code linguistique élaboré. Des phrases complexes, un vocabulaire riche, l'expression des nuances. C'est la langue du pouvoir, la langue des examens, des dissertations, des entretiens. L'enfant d'un milieu moins favorisé peut naître avec un code linguistique restreint, plus concret, plus contextuel, tourné vers l'immédiateté. À l'école, le second est immédiatement en situation de handicap. On ne lui demande pas de réfléchir, on lui demande de digérer une langue étrangère. C'est comme lui servir un plat qu'il n'a jamais vu avec des couverts qu'il ne sait pas utiliser, et le juger mal élevé s'il ne sait pas faire. Il naît avec un déficit linguistique qui va déterminer en grande partie ce qu'il pourra manger intellectuellement et professionnellement. On te demande de courir une course gastronomique, mais on t'a affamé à la ligne de départ pendant que les autres faisaient leur prédigestion. Je vois déjà certains se raidir. Mais moi, je suis parti de rien, j'ai tout bâti. Je suis la preuve que ça marche. D'abord, bravo, vraiment. Mais ton exception, aussi réelle soit-elle, est l'alibi du système. C'est l'histoire qu'on brandit pour prouver que la cuisine est ouverte à tous. Une loterie a besoin de gagnants pour que les perdants continuent à jouer. Ta réussite, si dure soit-elle, ne change rien à la règle statistique écrasante, implacable. Elle est même souvent utilisée pour la renforcer. Tu vois, si tu ne réussis pas, c'est que tu n'as pas assez faim. On transforme l'injustice sociale en défaut personnel d'appétit. C'est monstrueux. Et puis, regarde bien ton parcours. À quel prix? Combien de reniements? As-tu dû apprendre à digérer des plats qui te donnaient la nausée au début? À parler une langue qui n'était pas la tienne? À adopter des codes qui te faisaient sentir comme un imposteur? Tu as peut-être réussi, mais ton estomac social porte les cicatrices de cette transplantation forcée.
C'est ce que W.E.B. Du Bois appelait la double conscience pour les Noirs américains. Cette sensation de toujours se voir à travers les yeux d'un monde méprisant, d'avoir deux identités en lutte. Le transfuge de classe, celui qui s'en sort, connaît cette même déchirure digestive. Il a dû apprendre à manger autre chose, mais il garde souvent la nostalgie douloureuse du goût originel et la sensation permanente de n'être pleinement à sa place nulle part. Imagine un poussin, né dans une couveuse industrielle. Son premier picorage se fait sur des granulés calibrés, sous une lumière artificielle. Il n'a jamais vu le soleil, jamais gratté la terre, jamais attrapé un verre. On pourrait lui ouvrir la porte, le lâcher dans un pré, il serait libre. Mais que ferait-il ? Il irait probablement picorer ses granulés près du distributeur automatique. Parce qu'il est né avec ce qu'il allait manger. Sa liberté est un concept vide. Son monde est la cage, même si on en enlève les barreaux. Cette image te glace ? Elle devrait. Mais elle ne doit pas t'anéantir. Elle doit t'éveiller. La première étape pour reprendre le contrôle de son alimentation, c'est de comprendre que l'on a été empoisonné. Si cette prise de conscience fait son chemin en toi, parle-nous-en. Comment as-tu découvert les granulés qu'on te donnait ? Partage ton histoire en commentaire, elle est précieuse. Et pour ne rater aucune des prochaines étapes, car oui, il y avait antidote, rejoins-nous. Abonne-toi à Vérités Interdites. Nous ne sommes pas une communauté de victimes, mais une armée de désintoxiqués. Alors, que faire ? Sommes-nous condamnés à ingurgiter passivement le menu de notre naissance jusqu'à la nausée finale ? Non. Mais il faut être radical. Il ne s'agit pas de demander une meilleure place à table dans la cuisine existante. Il s'agit de souiller la cuisine, de brûler les livres de recettes, d'inventer de nouveaux ingrédients. Premier acte de résistance, l'anorexie sociale critique. Apprendre à jeûner. Jeûner des désirs qu'on nous injecte. Fermer la bouche aux slogans, aux publicités, aux injonctions à la réussite standardisée. Apprendre à distinguer sa propre faim de la faim fabriquée. C'est un travail de dissection permanent. Est-ce que j'ai vraiment envie de cette voiture, de ce métier, de cette vie ? Ou est-ce qu'on m'a fait croire que c'était la seule nourriture disponible ? Deuxième acte, se faire son propre jardin. Cultiver ses propres aliments mentaux, spirituels, culturels. Lire ce qui n'est pas recommandé. Écouter ceux qui ne sont pas invités sur les plateaux. Apprendre des savoirs manuels, concrets, hors des sentiers battus. Se reconnecter à des formes de savoir que le système méprise, parce qu'il ne peut pas les standardiser et les monnayer. C'est un acte de souveraineté alimentaire personnelle. Troisième acte, le plus puissant, apprendre à cuisiner pour les autres. Partager ses recettes de libération. Enseigner à ceux comme toi, qui sont nés avec un mauvais menu, comment identifier les poisons, comment cultiver leur jardin. C'est créer des réseaux de nourriture alternative, des systèmes d'échange, d'éducation populaire, de soutien, qui court-circuitent les circuits officiels de distribution du savoir et du pouvoir. Le philosophe marxiste Antonio Gramsci parlait d'hégémonie culturelle. La domination de la classe dirigeante ne se maintient pas seulement par la force, mais par le consentement. Elle impose sa vision du monde comme la seule normale, la seule valable. Résister, c'est mener une guerre de position dans le domaine culturel, créer une contre-culture, une contre-nourriture. C'est refuser de reconnaître la supériorité du foie gras des élites sur le pain partagé du peuple. C'est revaloriser les savoirs populaires, les formes de résistance, les histoires non racontées. Les réseaux sociaux, en théorie, pourraient être ce jardin, une espace de recettes alternatives. Et parfois ils le sont, mais attention, ils sont aussi la plus grande cafétéria du monde, gérée par des algorithmes qui étudient tes appétits pour te servir toujours plus de ce qui te garde accro, engagé et consommateur. Ils te donnent l'illusion du choix entre 50 saveurs de granulés, mais ce sont toujours des granulés. La résistance passe par un usage stratégique de ces outils, jamais naïf. Il s'agit de les utiliser pour se connecter, puis de construire du lien en dehors, dans le monde charnel, local, concret. Un enfant naît avec ce qu'il va manger. C'est la vérité la plus interdite de toutes, car si elle était universellement admise, l'édifice de nos sociétés méritocratiques s'effondrerait en un instant. Cette phrase n'est pas un destin, elle est une alerte codée dans notre chair sociale. Il est temps de se réveiller de ce coma alimentaire induit, de palper les cicatrices de notre estomac social meurtri, de refuser la nausée des plats qu'on nous a forcés à ingérer. Nous ne sommes pas ce que nous avons mangé. Nous pouvons devenir ceux qui choisissent ce qu'ils cultivent, ce qu'ils cuisinent et avec qui ils partagent le repas. Le premier mensonge social normalisé, le plus fondamental, est celui de la prédestination douce, du destin écrit dans les gènes sociaux. Brisons-le, en nous,
autour de nous. La révolution ne sera pas télévisée. Elle sera digestible. Et elle commencera quand tu refuseras la prochaine bouchée qu'on veut te faire avaler sans consentement. Si cette vérité t'a nourri aujourd'hui au lieu de t'empoisonner, alors fais circuler ce plat. Partage cette vidéo massivement parce qu'un esprit qui s'éveille à cette intoxication est un estomac de moins à nourrir pour le système. Abonne-toi pour ne rien manquer de la cure et surtout, écris en commentaire un aliment social que tu as identifié comme un poison dans ton propre menu. Nommer le poison, c'est déjà commencer à s'en débarrasser. Nous sommes vérités interdites et nous reprenons le contrôle de nos assiettes.